Voilà, nous revoilà. Thomas, tu ne m'as peut-être pas ouvert le bon dossier. C'est celui qui est réalité. Voilà, on va commencer par là parce qu'on va commencer quand même par parler des vraies choses. Vous imaginez, vous êtes le 1er mai. C'était hier, donc nos 24 heures évidemment vont commencer hier. On va se plonger dans la tête de Donald Trump, mais il faut comprendre que lorsque vous êtes président des États-Unis, bah forcément, vous ne pouvez pas échapper à la réalité. Ou alors, ça veut dire que vous êtes complètement entouré de personnes qui font tout pour vous faire vivre, continuer à vous faire vivre dans ce monde imaginaire. Et honnêtement, c'est fort possible. Et la réalité de Donald Trump, évidemment, on va commencer par ça, ce sont les sondages où nous avons franchi désormais ce qu'on appelle la ligne Bush, la ligne Trump. Je vous en ai parlé, je vous ai expliqué comment c'était extrêmement important que Donald Trump reste le plus longtemps possible entre 34 et en dessous de 34. Pourquoi? Parce que c'était le score de George W. Bush à la fin de sa présidence. Il y avait eu une défaite colossale au midterm juste avant les 2 ans avant sa présidence, mais surtout, cela avait permis derrière aux élections présidentielles une victoire triomphante de Obama et cela avait fait imploser complètement le Parti républicain. Bon, en termes, c'est cette ligne Bush qui avait permis aussi l'arrivée de Donald Trump parce que l'ancien modèle du Parti républicain avait été balayé, ne pouvant plus assumer ses choix et entre autres le choix de la guerre en Irak. Et donc, si on veut en terminer avec le Trumpisme et de redonner une force, une vigueur à la démocratie américaine qui a besoin d'un parti républicain dans le sensé, qui a besoin d'un parti démocrate sensé. Donc, la démocratie américaine a besoin de ces deux partis-là. C'est nécessaire que Donald Trump finisse son mandat le plus bas possible. Et donc, après, on n'est pas encore à 2 ans de mandat, Mmh. il atteint, vous le voyez dans ce sondage, il atteint les 34%. C'est Pew Research qui est un très très bon organisme. On voit, hein, c'est des tendances que nous avait, que le sondage de Jean-Marc nous avait illustré. On voit qu'il y a une chute chez les électeurs de Trump en 2024. Ce sont toujours les catégories les plus intéressantes où il a commencé son mandat avec un taux de satisfaction à 95% et il est à 78. Alors les pessimistes vous diront ouais mais bon 78% c'est énorme. Oui et non, c'est énorme forcément en termes de chiffres, mais la réalité, 78% de gens qui ont voté Donald Trump continuent à le soutenir, les autres ne le soutiennent plus. C'est extrêmement difficile, on vous en a parlé, de rejeter quelque chose que l'on a fait et de dire quelque part on s'est trompé. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Donc c'est un très 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 mauvais chiffre. Il y a un an à peu près, il y a un an, au moment du début de l'affaire Epstein, du côté des plus proches conseillers de Donald Trump, dont Steve Bannon, on disait à Donald Trump, il ne faut pas perdre 5% des électeurs. C'est-à-dire qu'actuellement, il faudrait être à 90, Ouais. il est à 78. Donc ça, c'est la réalité de Donald Trump. Dans la même réalité, il a cette confirmation du Washington Post que désormais, sa guerre, hein, on peut appeler ça comme il veut, on va y revenir, que sa guerre est pire, et, la manière dont elle est reçue par les électeurs, que le Vietnam. Regardez ce titre sur le Washington Post et je vous dis, Trump, cette réalité, il la connaît. D'ailleurs, il en a plus ou moins parlé un petit peu plus tard dans la journée, on va y revenir. Donc, il démontre que on va avancer dans ce sondage sur l'Iran, on va voir que une vaste majorité des Américains considèrent que c'est une erreur, mistake, 61%. Et si les chiffres ne sont pas plus bas, c'est parce que, ou plus haut dans ce sens-là,
de ceux qui considèrent que c'est une erreur, c'est parce que les électeurs du Parti républicain continuent à rester fidèles à Donald Trump. Mais cette fidélité est en train de vivre, on va en parler dans 2 secondes, une épreuve qui est entre autres le prix de l'essence, l'inflation, le coût de la vie, etc. Et donc c'est un soutien qui est extrêmement, extrêmement friable et qui permet à Trump, mais vous voyez, il y a désormais quasiment 20% des républicains qui disent non, non, c'est une erreur cette guerre-là. Ouais. C'est une erreur. Hier, on vous a montré ces électeurs, je crois que c'était du côté de l'Ohio, qui justifiaient le fait, non pas qu'ils avaient simplement tourné la page Donald Trump, mais qu'ils allaient voter démocrate. Hein. Vous voyez, il y a un pas différent de dire je ne soutiens plus Donald Trump à je ne soutiens plus Donald Trump et je vais voter pour le camp d'en face. Mais aujourd'hui, on en est là. Et 70% des indépendants aussi. Ouais. C'est comment, ok, si dans les élections on se dit on a perdu 20% de notre base sur un des plus grands sujets, ça fait mal, mais peut-être on peut les récupérer avec, non, parce que les indépendants, voilà, 7 sur 10 sont contre aussi. Donc, dans la réalité de Donald Trump, c'est cette première question. C'est cette deuxième question du sondage qui va évidemment sur le quotidien des Américains par rapport au prix de l'essence. On va vous le montrer dans quelques secondes, où on voit qu'il commence à avoir un impact chez les Américains, dans leur mode de vie, dans leur comportement. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump. On voit qu'il y a une majorité d'Américains, et évidemment, c'est proportionnel à vos revenus, mais il y a une majorité d'Américains désormais, ou une pluralité en tout cas, qui vous explique que du coup, ils ont été obligés de modifier leurs habitudes d'utilisation de la voiture, les dépenses pour leur foyer, évidemment, tout ce qui est dépenses pour des futures vacances. Évidemment, c'est une année où il y a la Coupe du Monde, etc., etc. Ça s'annonce pas forcément bien. Et regardez la taille de cet échantillon, 2560 électeurs. Donc, vous voyez cette réalité. Et évidemment, cette réalité est encore plus forte à cause du prix de l'essence. Et donc, on va commencer par la vidéo que je viens de t'envoyer, Thomas. Cette vidéo complètement folle où ce week-end, là, depuis hier, où je pense que les marchés ont compris que le détroit d'Ormuz, vous savez, celui qui est sous contrôle américain, mais où rien ne passe, ça va durer un moment et il va y avoir un impact. Et donc, ces dernières 48-72 heures, on a assisté à une explosion aux États-Unis du prix de l'essence. Le meilleur exemple, c'est ce direct fait par Scott MacFarlane, un journaliste qui a été viré de CBS parce que CBS Newsmax désormais a fait le ménage. Et pourquoi Scott MacFarlane? Parce que c'était lui qui a travaillé le plus à CBS sur tout ce qui était lié au 6 janvier 2021. Il a suivi tous les procès et il continuait fréquemment à faire des chroniques sur les personnes qui ont été graciées par Donald Trump et qui se sont fait arrêter quelques mois après, y compris dans des affaires de pédophilie, etc., etc. Et donc, évidemment, il s'est retrouvé sur la liste et depuis, il est devenu un journaliste indépendant. Il ne regrette absolument pas parce que son compte YouTube a explosé et son Substack, d'après moi, vu le nombre d'abonnés, il doit être dans le top 5 des États-Unis, doit lui rapporter plus que son salaire sur CBS News. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Et donc, Scott MacFarlane, en direct, derrière, il est devant une station-service et regardez ce qui se passe. Vas-y, Thomas. Nobody said getting older. As the weekend begins, the president, his allies in Congress are just getting crushed because of that, because of these gas prices, because of that, because of that.
timing de fou. Alors peut-être le timing est fou, peut-être il était au courant que les prix allaient changer, mais ces expériences-là sont, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur la communauté de Gas Buddy, qui est une app, une app collaborative où les gens inscrivent les prix, il y a des stations aux États-Unis qui ont changé 2 ou 3 fois de prix dans la journée. C'est en train de bouger en permanence. Et je vais vous donner une autre preuve. On va voir cet article aujourd'hui, ce matin, du Washington Post sur le fait de combien, dans la réalité de Donald Trump, ça c'est la réalité, ce prix de l'essence est en train de devenir un énorme problème pour la Maison-Blanche qui n'a pas de solution. Donc voilà, vous avez cet article qui nous explique qu'ils n'ont pas vraiment d'option pour empêcher tout ça. L'article commence en nous racontant, regardez, c'est l'article de ce matin sur le Washington Post qui dit, voilà, hier le prix de l'essence, c'est le record, est passé à 4,39 $ et donc c'est une augmentation de 30 cents à une semaine. Quand j'ai lu l'article, je me suis dit, tiens, je vais aller voir au même moment sur la carte de AAA. Et vous voyez que, voilà, c'est-à-dire que l'article en ligne qui souligne le fait qu'on vient de battre un record est déjà dépassé par la réalité. Et ça, ces prix-là, quand on vous dit que c'est une moyenne, hier, dans la réalité de Donald Trump, c'était par exemple, alors souvent on dit, ouais, c'est la Californie, etc. Regardons du côté de Detroit, Michigan, où il va y avoir une élection extrêmement importante pour le Sénat. La réalité des stations-service, c'est quoi ? On a ce tweet de Chris Murphy qui était en campagne et dit, voilà, je viens d'arriver à Detroit pour aller faire la campagne et regardez c'est quoi. Et la réalité des Américains, c'est plus ces prix-là que ceux qui sont ceux de la moyenne et qui vont incorporer des États où il y a peu de monde. C'est souvent lié au nombre de la population, etc. etc. Et soyons clairs, on est évidemment choqués par quand on voit ce genre de $6 le gallon, 7 en Californie, des fois même on a vu du 8. Mais pour la personne moyenne qui doit compter chaque dollar et tout ça, même passer à 4 $, c'est choquant. Surtout quand la promesse était 2 $ ou moins. Et on s'est habitué tellement à ce genre de prix. On a doublé la promesse. On n'est plus habitué d'être choqué quand on voit 4 $. Non, et justement... Non, on est même content de voir 4 $. Non, et c'est pour ça que le travail que fait le rédacteur en chef de Gas Buddy, qui est Peter Hand, je pense, qui justement chronique cette augmentation sur X au quotidien. Et c'est là que vous avez où le matin, il partage une photo d'une station d'un endroit à midi, la même photo avec le prix qui a augmenté. Et en fin de journée, la même photo, le même endroit avec le prix qui a encore augmenté parce qu'en plus, c'est le week-end. Il fait beau. Voilà. Résultat, n'oublions pas, et on va y revenir, que les stations-service profitent aussi de ce climat-là pour gagner encore plus d'argent. On va regarder, il a fait ce comparatif en termes d'augmentation sur un an, pour que vous ayez État par État. Vous voyez que si vous êtes dans l'Ohio, là aussi, élection extrêmement importante pour le poste de gouverneur, mais aussi pour le Sénat. Donc c'est un des États que Trump doit absolument gagner pour sa majorité. Et là, on voit qu'en un an, on est quasiment presque de 2 $ à un an. Ouais, non, c'est... regardez, ce qui est intéressant en plus, ce sont des États vraiment à travers les États-Unis. Ohio est à quelle distance de Arizona, Wisconsin est à quelle distance de Alaska, si vous voulez. Vraiment, c'est tout le pays qui est touché par ça. Ouais, oui, et ce graphique, ça parle d'1 an. Mais la guerre en Iran, ça fait 2 mois, un peu plus de ça. Ouais. Donc, quand on parle de cette augmentation, c'était pas 10 centimes par mois pendant 1 an. Non, c'est vraiment cette explosion du prix à cause de cette décision très intelligente par Donald Trump d'aller attaquer l'Iran. Ouais, et c'est intéressant de retrouver l'Alaska en 8e sur les 50 États dans cette liste, parce que là aussi, il y a 1 an, on ne considérait pas qu'on pouvait gagner, si on était démocrate, le poste de sénateur
de l'Alaska. Non seulement c'était un État qui avait voté pour Donald Trump, il y avait un candidat sortant, Dan Sullivan, qui était bien placé, mais les démocrates ont fait une chose extrêmement positive pour une fois. Ils ont réussi à convaincre la démocrate la plus populaire de l'Alaska, Mary Peltola, de se présenter. Et au moment où je vous parle, le dernier sondage sur l'Alaska, donc qui est détenu par les républicains, donne désormais 50,2% à Mary Peltola contre 43% à Dan Sullivan, qui est le candidat sortant. Et ça, on commence cette crise-là, mais quand vous voyez en Alaska que vous vous approchez des 2 $ d'augmentation en 2 ans et que, comme Cody vient de vous le dire, ça ne va pas s'améliorer, c'est problématique. Et donc, quand vous êtes Donald Trump, c'est votre réalité. C'est d'autant plus votre réalité que vous venez de vous taper, on va voir ça dans le Washington Post, toujours, une réunion d'urgence discrète. Mais bon, en plus de ça, quand vous êtes Donald Trump, il y a des fuites autour de vous. Et non, je ne parle pas de problèmes physiologiques. Donc, on voit qu'il y a eu cette réunion privée avec Susie Wiles, qui est responsable aussi de la campagne, compliqué, avec J.D. Vance, qui est aussi extrêmement concerné par les résultats de cette prochaine élection, parce que derrière l'élection du 3 novembre qu'on va vous faire vivre en direct, il y aura évidemment la présidentielle derrière, pour se dire, ben voilà, là ça fait 10 semaines que le conflit avance et il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on se rend compte que du côté de la Maison-Blanche, on va voir lorsqu'on continue à avancer, c'est qu'on a déjà fait ce qu'on pouvait faire, ça n'a pas marché, ou peu, et puis il reste quasiment rien. Que l'idée d'enlever ces 18 cents, regardez, c'est complètement fou. L'idée d'enlever cette taxe sur l'essence, la Federal Gas Tax, qui est de 18,3 cents par gallon, on s'est dit, OK, on peut le faire, mais en fait, les prix augmentent tellement important et de manière tellement importante et tellement vite que finalement, on ne s'en rendra même pas compte. D'enlever 18 cents, ça n'aura pas un impact pour le consommateur. Et en plus, et là on en revient à la campagne de 2024, c'est que du côté de la Maison-Blanche, on dit, en fait, on n'a pas d'outils pour contraindre les stations-service à l'enlever de leur prix. C'est-à-dire que si on dit, voilà, il n'y a plus la taxe, on n'a pas une manière de contraindre la station-service de dire je l'ai enlevé. Je baisse mes prix. C'est-à-dire qu'eux ne paieront plus la taxe, mais... Ils peuvent se dire, d'accord, je vais faire 18 cents de centimes par gallon. Par gallon, exactement. Très bien, les temps sont difficiles, je vais profiter. Et pourquoi on en revient en 2024 ? Parce que c'était une des promesses de campagne de Kamala Harris, de mettre en place des mécanismes fédéraux pour venir imposer et pour venir punir justement tous ces profiteurs de guerre, il n'y a pas d'autre mot, qui profitent d'une crise ou qui profitent d'une guerre pour s'enrichir sur le dos du consommateur. Ouais, mais j'aimais pas trop son rire. Ouais, exactement. Elle avait un rire qui était... Elle avait un rire qui n'était pas à la hauteur du truc. Ouais, c'est pas le bon vibe. Ça a été non. Et résultat, il n'y a rien qui a été fait. Et donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué aussi parce que Donald Trump est redevable aux compagnies pétrolières qui ont financé une partie de sa campagne. Et donc, quand on finance une partie de sa campagne, on dit, tiens, ce qu'on pourrait faire, c'est que tout, en permanence, d'ailleurs, il en parle beaucoup moins ces derniers temps, il parle moins nous, on a tout le pétrole qu'on veut aux États-Unis, on n'a pas besoin, c'est pas nous, Hormuz, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une partie de ce pétrole, c'est une réalité, il y a énormément de pétrole aux États-Unis, part à l'exportation, donc pour être vendu dans d'autres pays au profit des compagnies pétrolières. Et une des solutions serait se dire, maintenant, on interdit ces ventes pendant un moment à l'extérieur des États-Unis, ça va sur le marché américain et ça va faire baisser le prix. Mais les compagnies ne veulent pas. Parce que vous payez aussi de l'essence plus chère chez vous, donc ils préfèrent aller vous vendre du pétrole américain en se disant on va gagner plus d'argent. On n'est pas intéressé. Et donc Donald Trump ne peut absolument rien faire par ça. Et en fait, la seule solution, c'est de trouver un accord avec l'Iran sur Hormuz. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Il faut un deal.
Et du côté de Donald Trump, ce deal, on n'est absolument pas prêt à le faire, et parce que c'est les Iraniens qui n'en veulent pas, soyons clairs. Ils ont compris comment ils tenaient Donald Trump. C'est quelque chose en plus qu'on voit depuis un moment et on voit que ça ne va pas dans le bon sens. Si Trump a l'impression qu'on lui dit qu'il n'a pas de solution simple autour de lui, comment est-ce qu'il va réagir? C'est une vraie question, je ne sais pas. On n'a jamais vu Trump dans ce genre de position où il est vraiment coincé. Il est vraiment coincé. Donc ça, c'est la réalité de Donald Trump. Donc hier, il se réveille à cette réalité. Ce matin, il se réveille, on va voir la une de Drudge, à une autre réalité qui va évidemment lui tomber dessus, qui est la faillite de Spirit. Et quand on parle de faillite, ça veut dire quoi aux États-Unis? C'est plus qu'une faillite, c'est l'arrêt cette nuit à 3 heures du matin. Spirit a cessé d'exister, a cessé de transporter des passagers. Regardez, tous les vols étaient annulés. Alors, en plus de ça, ce qu'on apprend aussi, parce que, évidemment, la protection du consommateur, ça faisait partie du programme électoral de Kamala Harris. Mais oui, comme vous le rappelle Thomas, elle rigolait. Elle avait ce rire complètement étrange. Résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez réservé vos billets avec une carte de crédit, une carte de crédit aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une carte où vous payez un taux d'intérêt élevé, et que vous n'avez pas pu prendre l'avion parce qu'il n'y a plus d'avion, tout simplement, vous avez une certaine chance d'être remboursé. Mais si vous avez utilisé, comme beaucoup d'Américains, ce qu'on appelle une debit card, debit card, c'est une forme électronique d'un chèque. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir l'argent sur votre compte et vous utilisez ça, il n'y a pas de recours pour être remboursé. C'est-à-dire que non seulement vous êtes bloqué dans votre aéroport, vous n'avez pas de solution de rechange, mais votre billet ne vous sera pas remboursé. Donc, c'est à vous de trouver un nouvel avion. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, lorsque une compagnie comme Spirit est obligée d'arrêter, je vous rappelle que Spirit, c'est une compagnie qui fait que des vols domestiques, des vols internes à bas prix. Il y a des tas de raisons. On pourrait revenir sur le fait que il y a 2 ans, l'administration Biden a bloqué une fusion avec une autre compagnie qui s'appelle Blue en disant que ça allait créer une situation monopolistique. Finalement, la situation monopolistique, on va la voir parce que il y a Blue, ils sont là, mais Spirit ne sont plus là. Donc, par défaut, on est dans cette situation monopolistique. Mais en fait, la véritable raison, c'est que on va le voir, c'est Peter Hahn qui va le raconter, c'est que il y a quelques mois, Spirit avait trouvé un plan pour se sortir, un plan de restructuration. Le plan de restructuration était bâti sur un calcul très simple en disant en 2026, on va payer 2,24 $ le gallon. Donc on parle ici de fuel pour les avions. Et en 2027, ça sera 2,14 $. Donc voilà, ce sont nos calculs. On va passer devant les banques où on a des dettes, etc., etc. Et on va faire valider ce plan-là. Et ce plan-là est validé. Et la compagnie avait pensé qu'elle avait échappé au pire, à la faillite. De quoi? Le problème, c'est que ce 2 $ le gallon, on y est très loin. On est même au double en avril. Exactement, on est passé à 4,51 $. Et donc, c'est pour ça que ces dernières semaines, du côté de la Maison-Blanche, on était prêt à faire un chèque à Spirit de près de 500 millions de $. Mais le problème, c'est que lorsque il y a eu cette annonce que Donald Trump était prêt à venir donner ces 500 millions de dollars d'argent de contribuables, non seulement c'est un sujet, les Américains ne veulent pas en entendre parler, quelle que soit leur couleur politique, mais du coup, les autres compagnies sont venues en disant « Et nous aussi, on a des problèmes financiers. Bon, on n'est pas Spirit, mais on a des problèmes financiers. Et en quelques jours, en quelques jours, les 500 millions qu'on pensait demander sont devenus 2,5 milliards. Ouais, tout le monde voulait son chèque aussi, en se disant, nous aussi,
on a les avions, nous aussi, on paye le double en termes d'essence. Il faudrait un bail-out. Ouais, parce que pour que vous compreniez, je vais vous montrer ce schéma pour que vous compreniez l'évolution du prix du fuel et pour voir pourquoi toutes les compagnies sont impactées et pourquoi à la fin, le consommateur va payer plus pour voyager en avion et pourquoi une partie des consommateurs ont décidé de ne plus voyager. Regardez le pic et regardez quand est-ce qu'il commence. Ouais. Et on voit que le prix était relativement stable, qui a permis à Spirit de faire ce plan de restructuration de la compagnie. Et puis, il y a eu là le début de la guerre en Iran. Et aujourd'hui, on va voir ville par ville, et c'est toujours, je pense que c'est toujours Patrick Dehaene sur GasBuddy qui a fait cette étude-là, qui explique, voilà, combien ça coûte aujourd'hui de remplir un 777. Et donc, lorsque vous êtes une compagnie qui voyage, qui propose des prix cassés à low cost, et que vous avez des connexions ou pas des connexions, des destinations où vous ne voyagez pas à plein, vous comprenez aussi pourquoi en Europe, par exemple, Lufthansa a annoncé la fermeture de tas de vols. Parce que si cela vous coûte 200 000 $ pour faire le plein, même si vous vendez tous vos billets, vous voyagez à perte. C'est vraiment effrayant. Et pour revenir sur Spirit, ces gens qui ont payé, c'est pas juste que les vols ont été annulés, mais tout qui est customer service, donc le service après-vente, n'existe plus. Non, y a rien. Donc si vous avez payé et vous dites « Ah, c'est pas grave, je vais appeler, ils vont me rembourser », il n'y a personne à qui appeler pour être remboursé. Tu fais bien de le dire, le site internet du service consommateur pour justement s'occuper de ce genre de choses a fermé aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je ne sais pas si c'est imaginable en France, la compagnie a disparu. Il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus vous retourner. Il n'y a plus d'employés, il n'y a plus d'hôtesses. Il n'y a plus dans les aéroports de personnes qui sont là pour vous guider, pour vous aider. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Non, il n'y a plus rien. C'est terminé. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Et évidemment, quand vous êtes Donald Trump, vous le savez. Vous savez aussi que du côté MAGA, il y a de plus en plus de gens qui osent dire la vérité. On va voir du côté de Ann Coulter qui a soutenu Donald Trump pendant des années et qui explique, parce que ce matin, bien évidemment, on essaye de spinner ça et les seules déclarations qui viennent, les éléments de langage qui ont été distribués par la Maison-Blanche, c'est la faute à Biden. Et donc, évidemment, Biden, Buttigieg, ancien ministre des Transports, ou Warren, etc. Et regardez, la réponse de Ann Coulter dit oui, mais ce qui a tué Spirit, c'est cette augmentation des prix. Vous voyez le schéma que tout à l'heure Thomas vous a montré. C'est impossible de ne pas le nier. C'est comment absorber cette augmentation soudaine. Et quand tout à l'heure on parlait de cet article dans le Washington Post, l'article soulignait que non seulement les experts, mais là aussi la Maison-Blanche, évidemment pas publiquement, évidemment pas quand vous êtes dans la tête de Donald Trump, pense que ce n'est que le début, que les prix vont continuer à exploser. Donc, quand vous êtes Donald Trump, vous voyez tout ça. Vous voyez aussi que les médias parlent de vos fils. Ah bah tiens, c'est bien. Ils parlent de vos fils hier, à la fois Don et Eric, pour nous expliquer que voilà, ça rejoint notre émission d'il y a quelques jours. Le Golden Age, c'est bien pour eux. Le Golden Age existe, il n'y a aucun doute. Que voilà, ils viennent de gagner de l'argent parce que il y a un méga deal qui a été signé entre le Pentagone et une compagnie de drone intercepteurs. Vous en avez parlé de cette compagnie il y a peut-être 2 mois qui vient d'être sélectionnée
par le Pentagone pour Le venir... gouvernement fait du business avec les fils du président. Ouais. Mais ce serait pas de la corruption, ça? Non, on va féliciter quand même Don et Eric pour leur travail. Donc, allez-y le chat, je veux une vague pour les féliciter de vraiment leur travail. Ouais, ça, ils sont en Après train de fêter des années d'études dans tout ce qui est le drone. Ah, tu comprends que voilà, quoi, ils ont toujours la banane, hein. Là, c'est Oui, certain, c'est parce que... pas que, hein. Parce que tout va bien. Et donc, ça c'est la réalité d'hier. Donc, on se rassure. Bon, la compagnie a installé son siège social à côté de Mar-a-Lago. Je sais pas. C'est peut-être... Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai le... Pourquoi Non, mal tourné vraiment, quand même. c'est... Il faudrait que j'arrête. Hein. Parce que voilà, C'est ce qu'on du Trump apprend, c'est que derangement non, syndrome. ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas du népotisme. C'est tout basé sur le mérite. C'est pas du DI. C'est basé sur le mérite. C'est le PDG qui nous l'affirme. Il dit non, ça n'a rien à voir. Alors, le processus qui est intéressant, c'est que ça a suffi d'une seule démonstration pour que le contrat soit validé. Mais arrêtons, ça n'a absolument rien à voir. Donc évidemment, c'est vendredi, vous voyez ça quand vous êtes Donald Trump. Vous voyez aussi que, comme on parle d'argent, on parle aussi de crypto. Et je vais vous montrer la version soft de la même nouvelle. Donc, Crypto King, comment Trump a presque triplé. Avec un 3. C'est l'âge d'or, triplé. C'est comme le prix de l'assurance sociale. Le prix de l'assurance médicale a triplé aux États-Unis. Bientôt l'essence. L'essence a bientôt triplé aux États-Unis, mais en même temps, la fortune de Donald Trump a également triplé. Et donc, c'est un analyste extrêmement reconnu, c'est Steve Runner qui a fait ça. Donc ça, c'est la version soft. Je vais vous montrer la version qui dit les vraies choses, qui pose les termes. Regardez, c'est que le Trump scam a coûté, le scam de Trump a coûté à ses fidèles MAGA plus de 4 milliards de dollars. Donc j'aurais pu... 4 milliards de dollars. Donc j'aurais pu vous passer avec le coût crypto. Le long segment vidéo, mais je me suis dit que en fait le mieux c'était de prendre les 3 tweets qu'il a fait pour illustrer son travail avec des statistiques. Donc là, vous voyez, on va zoomer dedans. Il nous explique que depuis le début du mandat de Trump, sa fortune, il est président, il travaille, il n'a pas le temps de faire des affaires, sa fortune est passée à 6,5 milliards de dollars. La fortune de Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Donc, regardez, avant l'élection, il était à 2 milliards, ce qui est déjà, bon, c'est confortable. Et il est passé à 6,5. Alors bon, c'est sûr, il sacrifie énormément pour le pays. C'est tellement criminel. Voilà, je ne sais même pas comment qualifier ça. Non, ça ne se qualifie pas. Alors ça aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est que Trump, en permanence, parle de son génie des affaires. Quand on interroge la Maison-Blanche sur le fait que sa fortune a augmenté, à chaque fois, ils disent « Mais oui, mais bon, c'est le président. » Il fait des choix visés, il va faire des investissements qui rapportent, la Trump Org, l'immobilier, etc. Et on se rend compte qu'en fait, non. La seule chose qui lui rapporte de l'argent, je ne sais pas si Bluetooth est là, qui lui a rapporté de l'argent, ce sont ces scams. On avait fait cette émission, malheureusement, lorsque dans un titre, on met crypto, YouTube n'est pas très très content avec ça. Donc l'émission a moyen, la vidéo n'a pas eu l'écho que j'espérais qu'elle ait parce qu'elle était complètement folle dans la réalité des chiffres. Et on voit que ces petites arnaques, lorsqu'il va vendre ses Trump Coins, et on vous avait démontré avec l'aide de Bluetooth en direct que malheureusement, il n'est plus possible de vérifier les transactions de la famille Trump parce qu'on utilise des systèmes pour camoufler les échanges, que ce que l'on sait, ce qui est visible pour Donald Trump lui-même, c'est plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards. Et c'est quelque chose qu'on a complètement accepté comme société, voilà. Ce n'est pas quelque chose, quand vous parlez des
des nombres d'heures qu'il y a eu sur Fox News où on parlait de Biden, l'Ukraine, corrupt Biden crime family, l'argent qui se font, tout ça. Il ose peindre des tableaux Hunter Biden et les vendre dans une galerie d'art de Washington. Les milliards de dollars que Trump se fait. Mais bon, c'est public. C'est public, il n'y a pas de problème. On va regarder ce troisième schéma partagé, graphique partagé par Steven Radner, parce que regardez, quand le coin sort, il est à $45. C'était l'année dernière. Il a depuis perdu 95% de sa valeur. Donc les gens qui ont investi, évidemment, se sont fait détrousser par Donald Trump. Tiens, c'est un verbe qu'on n'utilise pas assez souvent, mais bon, il y a un côté Robin des Bois à l'envers pour le coup. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il gagne de l'argent sur toutes les transactions. Vous achetez, il gagne de l'argent. Vous vendez parce que ça perd de la valeur, il gagne de l'argent. C'est la seule certitude. C'est une forme de casino. Ouais, oui, mais pour une fois, cette fois, il va pas faire couler le casino. Non, la valeur a été coulée, mais lui, il touche quand même. D'après vous, Trump a payé des impôts sur tout ça Ah, mais bien sûr que non. Tu crois qu'il a déclaré? Il est au cheval. Évidemment, quand vous voyez ce genre de choses, vous êtes Donald Trump, donc vous avez cette accumulation. Ça, c'est la réalité. Vous savez aussi que c'est la journée hier où vous devez faire face au Congrès parce que ça fait 60 jours que vous faites la guerre qui n'est pas une guerre sans permission. Et là, on dit OK, on va aller all-in là-dessus, comme Rosan, all-in, on va aller all-in. Vous savez quoi? On va leur faire un mot au Congrès en leur disant non mais attendez les gars. T'as guetté. Non mais frère, tu t'es pas rendu compte, mais la guerre, elle est terminée. Qu'est-ce que tu me cherches là? Quelle guerre? Me chauffer. La guerre, elle a terminé. Quelle guerre? La preuve, Soyez pas ridicule. On envoie une lettre en disant mais le Congrès, vous avez pas compris, la guerre, elle est terminée. Depuis le 7 avril. Depuis le 7 avril. Qu'est-ce que vous venez de chercher? Le 7 Ouais, on est le 2 mai là. Qu'est-ce que tu viens me provoquer? Donc ça fait un mois que la guerre est terminée. Ah oui. Breaking news, ça fait un mois que la guerre est terminée. Je suis désolé, il y a 49 000 personnes qui nous regardent, il y a 49 000 personnes qui sont pas assez intelligents de savoir que la guerre, ça fait un mois que c'est terminé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il explique dans la lettre, c'est que voilà, il y a eu donc ce cessez-le-feu le 7 avril, et que donc si on recommence à se battre... C'est excellent. Eh ben, ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Écoutez. Les 60 jours... Ça recommence. Exact, parce que là, ça redémarre à zéro. C'est la même guerre, mais pas vraiment. C'est le deuxième. Tant qu'il y a eu une pause, et je vous dis qu'il y a eu une pause le 7 avril, là, on redémarre les 60 jours. On relance le compteur. C'est pas mal. Voilà. Tant que je gagne, je joue. Il n'y aura jamais non. L'obligation de dire que nous sommes en guerre, de passer par le Congrès, parce que c'est très simple, je vais tordre les lois et les règles à chaque fois, comme ça. Moi, je vois pas de guerre, il n'y a pas de guerre, donc on peut pas dire qu'il y a de guerre. C'est la folie. C'est incroyable. C'est la folie. Et là, on est en train de rentrer... ils n'étaient pas au courant le chat, mais qu'est-ce que vous foutez les gens? C'est pas possible. Depuis le 7 avril. Allez, c'est nous. Un peu les gars. My bad, j'ai pas compris. Exactement. C'est ok. J'accepte vos excuses. Non, l'Iran non plus. Effectivement, l'Iran n'est pas au courant. Mais c'est pas grave, ils sont pas impliqués. Apparemment, les stations-service non plus n'ont pas reçu le mémo. Les pays asiatiques non plus. L'Europe, personne ne le sait, mais Trump le sait. Et le gars, il a quand même osé envoyer cette lettre-là. La seule personne qui a commenté cette lettre-là, c'est évidemment Mike Johnson qui a dit bah oui. Évidemment. Évidemment, on ne tire plus. Et quoi, ça reprend si on se recommence à se tirer dessus, ça reprend à zéro. Il a osé. Ah, c'est pas mal. Il a osé. Non, mais c'est vraiment Trump, c'est vraiment symbolique de Trump 2.0 qui n'a pas osé faire tout ça parce que souvent il y avait des adultes autour de lui qui l'empêchaient de faire tout ça. Et là, il a le sentiment que c'est le buffet, quoi. Qu'il est à la Maison Blanche. Je dis bah tiens, non, on va pas le faire. Ils vont pas le croire. Ils vont, y compris les républicains, ils vont monter au créneau. Ils vont demander un vote d'urgence. Non, on va le faire. T'inquiète pas, ils vont rien faire. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est parce qu'une lettre à la poste ou au Congrès. Quand vous êtes du coup dans Donald Trump, c'est là qu'on est en train de glisser peu à peu dans le monde de la tête de Donald Trump. Vous avez une date. Par rapport à ces 60 jours, vous devez vous justifier devant le Congrès. Il va y avoir un vote que vous savez que vous allez perdre. Vous allez le perdre. Hop! Non.
on va leur dire que c'est terminé depuis un mois et qu'ils ne le savaient pas. Dans le même esprit, plus c'est gros, plus ça passe. Ben, c'est exactement ça, Isa. La preuve, c'est ce qui est de plus en plus gros, c'est le maquillage sur la main de Trump. Donc, regardez, c'était hier, on est toujours dans les dernières 24 heures de Donald Trump, et sa main est en train de devenir de plus en plus maquillée. Même maquillage qui apparaît aussi sur l'autre main. Il doit serrer tellement de mains en ce moment pour féliciter que ça doit ressembler à ça. Vous l'avez compris, c'est ce que écrivait aujourd'hui dans son Substack Kissinger, cet ancien élu républicain, en expliquant qu'en fait, Donald Trump, il gagne en ce moment dans une seule chose, qui est le chaos, et il perd tout le reste. Mais exactement, donc Adam Kinzinger, Trump is winning the chaos, is losing everything else. Donc ça, c'est cette réalité. Mais heureusement, il lui reste le soutien de certains MAGA. Et donc, je sais, nous ne sommes pas encore au 15 mars et tout peut arriver entre maintenant et le 15 mai. Mais regardez ce message d'un des plus grands comptes influenceurs MAGA parce qu'on va le ressortir. Et donc, regardez, c'était le 15 mars dernier et Bill Mitchell, il sait, hein, c'est un des proches de Donald Trump, c'est un des membres de Mar-a-Lago. Hein, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans l'immobilier du côté de la Floride. Et donc, il explique, OK, les gars, on est le 15 mars, avançons dans 2 mois. On y est presque. C'est pour ça que j'ai vu passer ça aujourd'hui. Je me suis dit, on va se le partager. On va se faire ce petit plaisir avant de vraiment rentrer du coup dans la tête de Donald Trump. Et donc, il dit, ben voilà, dans 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le chat, Cody, Thomas, je compte sur vous à mesure pour faire du fact-checking, pour nous dire si c'est exactement ça. Donc, il dit, voilà, la guerre, ça fait longtemps qu'elle est terminée. Attention, c'est une question piège. Est-ce que la guerre est terminée depuis longtemps? Si la guerre a été terminée le 7 avril et qu'on est en 2 mois, et là on est en mai, ça ferait quoi, 3 mois de sans guerre? Tu sais quoi, Cody? Ok, on va passer le premier point parce que ça peut compliquer. C'est un peu flou. C'est ambigu. Voilà, donc, on va dire ça. Donc, allons voir autre chose. Là, l'État terroriste n'est plus une menace. Je ne suis pas certain de ça. Le Hamas et le Hezbollah n'existent plus du côté du Liban. Encore une fois, tout ça, c'est lié à l'Iran. Mais là, on va rentrer dans du concret. Okay. Le prix de l'essence est descendu en dessous de $2 le gallon. Est-ce qu'on avait la carte? Est-ce que tu as encore la carte? Parce que ça, je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat. On est à peu près dans ça. En tout cas, on était à $4 et quelques. Donc, du coup, le Dow Jones est repassé au-dessus des 50 000. Au-dessus des 50 000. Est-ce que le Dow, Cody, le Dow Jones, on va voir. Le Dow Jones hier était à 49 000, presque 500. Mais c'est une journée rouge, mais on s'approche, on se rapproche. Du coup, les investissements sont en train de affluer du côté du Moyen-Orient. On en est aux Émirats Arabes Unis qui demandent une aide financière aux États-Unis. Oui, mais Gaza. Mais Gaza, les travaux de reconstruction ont commencé à Gaza. Voilà. Okay. Évidemment, l'économie américaine est en train d'exploser. L'emploi est reparti à la hausse et une fois encore, les démocrates n'ont rien. Et ces midterms là, ces élections de mi-mandat à novembre, mais qu'est-ce que je les sens bien. Voilà. Hein, exactement. Il reste encore 12 jours. On va le sauver, celui-ci, mais bon... il n'est pas bien parti, il n'est pas bien parti. Il n'est pas bien parti. Le Bill Mitchell, lui aussi, doit vivre dans la tête de Donald Trump parce qu'on va voir que là, on vient de faire un petit portrait de la réalité et on aurait pu le poursuivre un petit peu plus longtemps. Et puis, il y a ce monde que Donald Trump voit quand il a les yeux fermés, mais aussi quand il a les yeux ouverts. C'est bien le problème. On en parle tout de suite après.